Nouvelle perquisition policière dans les milieux islamistes en région parisienne mais aussi à Grenoble où les policiers sont toujours sur les traces de Khaled Kelkal. Après la décision du gouvernement de geler leur salaire en 1996, cette fédération de fonctionnaires décide le principe d'une grève générale à la mi-octobre. Moscou proteste contre l'escalade militaire en Bosnie où pour la première fois l'OTAN a fait usage contre des positions serbes de missiles Tomahawks. À Pékin, la conférence internationale sur la condition féminine s'apprête à reconnaître pour la première fois officiellement l'existence de droits sexuels pour les femmes. Madame, Monsieur, bonsoir. À Paris et en banlieue parisienne, 150 policiers de la brigade criminelle des renseignements généraux et de la brigade de répression du banditisme ont lancé tôt ce matin une opération dans les milieux islamiques qui a permis l'interpellation de 36 personnes et donné lieu à 33 perquisitions. Une opération similaire a également été menée dans l'agglomération grenobloise. Jacques Cardoz. L'intervention a eu lieu simultanément dans 2 immeubles de la même cité. À Nanterre, les hommes de l'anti-gang, la brigade de recherche et d'intervention, investissent un immeuble, un homme en ressortira menotté. Dans cette même rue, une autre personne est interpellée. C'est cette fois la brigade de répression du banditisme qui a perquisitionné. Ce matin à l'aube, l'opération policière était d'envergure. Elle a permis 36 interpellations en région parisienne. Tous ont été placés en garde à vue. Elle a été prolongée de 24 heures pour 10 d'entre eux. Mais ce coup de filet dans les milieux islamistes n'est pas directement lié aux attentats perpétrés en France depuis le 25 juillet. Les policiers parisiens ont agi dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. L'opération a été initiée sur la foi d'informations délivrées par les renseignements généraux. Parallèlement, les policiers du SRPJ de Lyon ont effectué une perquisition ce matin au sud de Grenoble. Elle visait directement Khaled Kelkal, un Algérien de 24 ans. Ses empreintes ont été retrouvées sur la bonbonne de gaz lors de l'attentat manqué du TGV Paris-Lyon. Les policiers pensaient trouver Khaled Kelkal qui aurait séjourné dans ce foyer Sonacotra. Une perquisition sans résultat. On vient de le dire, les policiers sont toujours sur la trace de Khaled Kelkal, sur place à Villeurbanne. Éric Lemasson, Robert Marmoz et Alain Dubas ont tenté d'en savoir davantage sur la personnalité de cet Algérien de 24 ans. Dans la vie de Khaled Kelkal, il y a une date clé, une rupture. 5 juillet 91, la Cour d'appel de Lyon le condamne à 4 ans d'emprisonnement pour sa participation à des casses à la voiture bélier. Son nouvel univers, le bâtiment H de la prison Saint-Paul. Il ne reviendra plus sur les bancs de ce lycée de la Martinière où, élève de première, il préparait un bac F6, chimie industrielle. Mais Khaled Kelkal va sortir de prison en août 92. Il bénéficie d'un chantier individuel, c'est-à-dire une formation ici à l'IRAF de Lyon qui lui permet de rentrer chaque soir chez lui. Pourtant, il se montre peu assidu à son stage de maintenance bureautique, à tel point qu'il est convoqué ici le 4 novembre 92 devant une commission. Il ne viendra pas au rendez-vous. Le jeune homme est revenu à Vaux-en-Velin, au domicile familial. La famille Kelkal, les dirigeants de cette entreprise de la banlieue lyonnaise la connaissent bien. Le père a travaillé ici pendant plus de 20 ans comme ouvrier spécialisé, tout comme l'un des frères de Khaled, Ben Yagoub, employé comme ajusteur pendant 3 ans. Ben Yagoub était un jeune avec les qualités et les défauts d'un jeune, c'est-à-dire qu'il travaillait correctement, peut-être pas d'une manière intense comme son père a travaillé, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de génération entre les deux et que le père a laissé de très très bons souvenirs dans la société. Pendant ce temps, que devient Khaled Kelkal? C'est autour de la mosquée de Vaux-en-Velin que réside la principale interrogation. Devenu pratiquant, il se laisse pousser la barbe et se rapproche d'un groupe de religieux qui défendent un islam traditionnel, mais intégré à la société française. Et puis, mi-94, il s'en détache et ne fréquente plus la mosquée. Vers quel itinéraire se dirige-t-il? Mystère, c'est précisément ce que toutes les polices de France aimeraient aujourd'hui savoir. Selon la police, l'opération de ce matin en région parisienne visait, je cite, des islamistes radicaux et des marginaux susceptibles de leur apporter assistance et d'appartenir à des réseaux clandestins à vocation terroriste. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le directeur général de la police nationale, Claude Guéant, affirme pour sa part que des responsables extrémistes cherchent à utiliser certains jeunes délinquants de banlieue en situation difficile. Reportage Didier Guillot, Patrice Romden et Hervé Pozzo. Première alerte, août 94. Dans cet hôtel de Marrakech, un commando abat 2 touristes espagnols.
Intégrisme islamique, sans doute, estime le juge Bruguière qui se rend sur place. Mais les autorités marocaines, elles, parlent de banditisme. Elles arrêtent, jugent et condamnent 2 Français. L'un est d'origine algérienne, l'autre d'origine marocaine. Tous 2 se sont connus ici à La Courneuve, où ils vivaient de braquage et du trafic de drogue. Seconde alerte, novembre 94. La police s'intéresse à une association basée dans la banlieue sud de Paris et que dirigent les frères Chalabi, 2 voyous connus par les policiers. L'enquête aboutit au démantèlement d'un réseau pro-GIA dont l'arsenal laisse présager les intentions. Dans un cas comme dans l'autre, la djihad sert de paravent au gangstérisme. Je n'ai pas l'impression qu'en France, selon toutes nos observations, nos constats, nos analyses, qu'il y ait, je dirais, beaucoup de jeunes qui versent dans une certaine idéologie terroriste, qu'elle soit à caractère islamique ou autre. Par contre, il est probable que certains jeunes délinquants, grands ou petits délinquants d'ailleurs, pour des raisons pas toujours avouables, parfois des raisons de contrat tout simplement, puissent, je dirais, servir à des menées terroristes en France. Et ce faisant, ils desservent la communauté musulmane, dont les porte-paroles condamnent les poseurs de bombes. Le terrorisme, c'est vraiment la lèpre du siècle. Il faut savoir que la communauté musulmane dans son ensemble, en France, surtout modérée, condamne fermement et sans appel ces pratiques. Ces gens-là qui se disent musulmans, je regrette, ce sont des pseudo-musulmans qui ont toujours utilisé l'islam à des fins politiques, politiciennes. Et tout ça, nous le rejetons. De la banlieue au terrorisme islamique, il n'y a qu'un pas et certains le franchissent. Mais les banlieues abritent aussi une majorité de musulmans qui ont une envie, l'intégration, et une crainte, l'amalgame. Réunis à l'initiative de SOS Racisme, les représentants des 4 principales communautés religieuses françaises, le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, le docteur Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, Henri Adjenberg, le président du CRIF, et le pasteur Stewart, président de la Fédération protestante, ont adopté une déclaration commune pour dénoncer les attentats terroristes et appeler solennellement l'ensemble de la société à répondre à ce défi par la solidarité, la cohésion nationale et la force de nos convictions. Fin de citation. Je vous annonce que jeudi sur France 2, le grand rabbin Citruc, le docteur Boubaker, le cardinal Lustiger et le pasteur Stewart seront les invités de l'émission Invité spécial, donc invité de Jean-Luc Manot et d'Alain Duhamel, jeudi à 20h20. Il n'est pas fréquent d'entendre un président de la République remonter les bretelles, comme l'ont dit des principaux responsables de la police et de la justice, et cela devant des millions de téléspectateurs. C'est pourtant ce qui s'est passé hier soir, lors de l'émission 7 sur 7, au cours de laquelle Jacques Chirac a déclaré certaines divergences et certains dysfonctionnements qui font un peu désordre. Ces derniers temps, il est vrai, comme nous l'explique Philippe Boisserie, qu'au cœur du dispositif antiterroriste français, organigramme rime un peu avec psychodrame. Ce fut la première pomme de discorde. Jean-François Ricard, ici en veste grise, le juge chargé de l'instruction du RER Saint-Michel, s'était rendu le jour même de l'attentat à une réunion de crise au ministère de l'Intérieur. La visite, pas vraiment prévue par le Code de procédure pénale, surprend, d'autant qu'elle s'effectue sans en référer à personne. Quelques jours plus tard, le juge Ricard est officiellement en vacances. En fait, il est à Stockholm, sur la piste d'Abdelkrim Deneche. L'ironie veut qu'il y découvre à son arrivée que des policiers français sont déjà là. Mais après tout, lui-même n'a-t-il pas quitté Paris sans prévenir quiconque, et surtout pas la 14e section du parquet, dite antiterroriste. Son chef, Patrick Lalande, l'apprendra comme Alain Juppé, grâce aux journaux. Pourtant, magistrats instructeurs et parquet sont censés travailler ensemble. En 86, le SCLAT, le service central de lutte antiterroriste, a même été créé pour. Autant dire que c'était il y a longtemps. Même climat de suspicion dans la police. Côté enquêteur, la 6e division centrale de police judiciaire et la brigade criminelle ne s'échangent pas grand-chose, si ce n'est des amabilités, querelles de chef. Côté renseignement, c'est à peu près pareil. Lorsque la DGSE prévient par écrit d'un risque imminent et précis d'attentat, c'est à peine si on la prend en compte. Là encore, une structure est pourtant en place, l'UCLAT, censée permettre une meilleure circulation des informations tirées de l'enquête ou des services de renseignement. Son efficacité semble émoussée. En dénonçant les traditionnelles querelles de chapelle, Jacques Chirac laisse planer la menace de graves sanctions, une façon très claire de taper du poing sur la table.
Le socialiste Jean Glavany a donné acte ce matin à Jacques Chirac, qui a reconnu le sens des responsabilités de l'opposition, tout en accusant le chef de l'État d'avoir à ce sujet de la lutte contre le terrorisme la mémoire un peu courte. Pour Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac n'a pas convaincu. La gravité de la situation, dit-il, exige des actes crédibles et non des paroles lénifiantes. Dans les Caraïbes, le passage de l'ouragan Louis a fait au moins 15 victimes, des milliers de sans-abri et des centaines de millions de dollars de dégâts, essentiellement dans les îles d'Antigua et de Saint-Martin. Certains habitants de cette île franco-hollandaise ont particulièrement souffert de cet ouragan. Je veux parler de la population haïtienne en situation irrégulière et qui habitait des bidonvilles qui ont été rasés par ce cyclone. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Fourniou, Frédéric Pasquet. Explosé, déchiqueté par le cyclone. Tout un quartier rasé, peuplé à 90% d'Haïtiens en situation irrégulière. Ils ont l'interdiction de reconstruire leur baraquement. L'armée les assiste et la municipalité les loge en attendant la construction de logements sociaux, en dur, promis par le ministre des Dom-Tom. Les gens qui n'ont pas de papier, comment voulez-vous qu'ils puissent obtenir un logement social? Payer un loyer, c'est impossible. Ils ont peur d'être expulsés. J'avais tout ce qu'il fallait, les toilettes, une cuisine, un petit salon et une petite chambre. Le loyer était vraiment pas cher. On payait 250 francs, 300 francs, parfois 150 francs. Tous les bidonvilles de l'île seront rasés au bulldozer. Nous n'avons pas peur. Tout simplement, on a craint ou on a honte d'être l'éternelle victime. Quand tout le monde sait que nous sommes des Antillais, nous sommes très forts, par personnalité, par courage, par volonté de travail. Ils sont 5000 au total à être arrivés sur des bateaux de fortune pour fuir Haïti. Certains depuis 30 ou 20 ans. Ce sont eux qui ont construit l'île. Une main-d'œuvre à bon marché utilisée pour la construction de ces hôtels de luxe à 20 000 francs la chambre, aujourd'hui détruits par le cyclone et qu'il faudra bien reconstruire. Des entrepreneurs locaux ont déjà fait appel à eux. Après les Blancs et les Saint-Martinois, toute une population de 3e catégorie, la seule main-d'œuvre pour la reconstruction, les forçats de Saint-Martin. Le gouvernement Juppé va au-devant d'une crise sociale grave. Tel est l'avertissement lancé par le patron de Force ouvrière, Marc Blondel, qui n'a toujours pas digéré l'annonce faite par le Premier ministre d'un gel du salaire des fonctionnaires en 1996. Marc Blondel n'est pas le seul. 7 fédérations syndicales de fonctionnaires ont décidé ce matin le principe d'une grève générale à la mi-octobre dans la fonction publique. Laurent Bailly. Une petite salle, au nom prédestiné pour une grande grève annoncée. En tout cas, c'est bien ici que les 7 syndicats de fonctionnaires se sont mis d'accord aujourd'hui sur le principe d'une grève générale à la mi-octobre. À moins que le gouvernement ne revienne sur sa décision de geler les salaires des fonctionnaires, et ils sont 5 millions, en 1996. C'est pour que le gouvernement réfléchisse, pour qu'il revoie sa position, qu'il y a ce premier avertissement, car c'est un premier avertissement. C'est quoi un fonctionnaire? C'est un enseignant, c'est une infirmière, c'est un policier, on en a un peu besoin par les temps qui courent. Alors on dit toujours oui, on ne va pas toucher à cela parce qu'on en a besoin. Mais c'est de eux dont il s'agit. Et je crois que ces gens-là se sont sentis humiliés et meurtris et qu'ils ont envie de réagir et de dire à ce gouvernement non. Non. Une position partagée et soutenue bien sûr par les grandes centrales syndicales qui espèrent faire plier le gouvernement. Ça peut au moins le faire réfléchir. Vous savez, une grève de fonctionnaires d'une journée, si elle est généralisée, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, rien ne dit que cette grève n'aura pas tendance à continuer dans des secteurs déterminés, peut-être même d'une manière générale. On ne sait jamais. Les écoles vides, le courrier bloqué, le courant coupé, les trains à quai, la menace est sérieuse. Mais on ne saura que le 22 septembre, après une réunion de la dernière chance entre les syndicats et le ministre de la fonction publique, si ce scénario sera ou non réalisé. Le gouvernement met actuellement la dernière main à une réforme très attendue qui va concerner quelques 700 000 personnes âgées dépendantes, comme l'on dit, la prestation d'autonomie. Tout de suite, des précisions avec Alain Doubeski et France Vaillant. Jean Malin habite seul une petite maison du Val-de-Marne. Handicapé physiquement, il est ce que l'on appelle une personne dépendante. Il bénéficie de la présence quotidienne d'Henriette, une auxiliaire de vie. Après mon ménage, la vaisselle, après par mon petit déjeuner le matin. Un coup de pain parce que j'ai qu'une main. Oui. J'ai qu'une main, celle-là ne marche pas. Quand il a besoin de parler, on parle. C'est important ça? Je pense, pour certaines personnes, c'est important que un soutien moral déjà important. En fait, ce n'est pas M. Malin qui paie Henriette.
Comme pour 700 000 autres personnes, les services d'assistance sont à la charge soit de l'aide sociale départementale, soit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le projet du gouvernement compléterait le dispositif existant. Toute personne de plus de 70 ans dépendante gagnant moins de 13 000 francs par mois pourrait bénéficier d'une prestation autonomie. Le montant serait différent selon le degré de dépendance. Il pourrait atteindre 4 340 francs par mois. Ce projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres dans quelques semaines. La mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 1996. Et demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra précisément à ce sujet Colette Codaccioni, ministre de la Solidarité entre les générations. Les prix à la consommation ont augmenté au mois d'août entre 0,4 et 0,5% si l'on en croit les experts de l'INSEE. Le relèvement au 1er août de 2 points du taux normal de la TVA a donc eu, semble-t-il, un effet relativement modeste sur les prix. En fait, l'INSEE a calculé que l'impact mécanique de cette mesure fiscale, qui s'étalera sur plusieurs mois, devrait atteindre au total un petit point d'inflation supplémentaire. Réunion houleuse aujourd'hui au comité central d'entreprise de Renault, au menu la future privatisation qui aura bien lieu dans les prochains jours, comme l'a confirmé le PDG Louis Schweitzer, malgré l'opposition des syndicats. Enquête Jean Pézieux, Florence Duprat. L'ambiance était tendue cet après-midi au siège social de Renault. Réunis en comité central d'entreprise, direction et syndicats ont abordé un sujet sensible, la privatisation. L'État, dans quelques jours, ne détiendra plus que 9 à 10% du capital. Un projet qui rencontre l'hostilité des représentants du personnel. Sur les 21 élus, 16 se sont prononcés contre, aucun pour et 5 se sont abstenus. Cette privatisation, qui est un saut dans l'inconnu, ne nous semble absolument pas répondre à ce souci de garantir les avantages, les acquis et les intérêts du personnel jusqu'à maintenant. Le souci du gouvernement à l'heure actuelle, ce n'est pas un souci de pérennité de l'entreprise, d'un projet social, d'un projet économique et industriel, mais c'est plus du pain pour boucler les fins de mois. Ils ne sont pas les seuls à être méfiants, les boursiers aussi sont sur le qui-vive. Cette privatisation, dans la précipitation, risque de rapporter moins que prévu à l'État. C'est probablement pas le bon moment pour privatiser, dans la mesure où l'État va être obligé de baisser son prix. Il a privatisé la première tranche à 165 francs. Il va être obligé de privatiser la deuxième tranche aux alentours de 135 francs, peut-être même à 130 francs. Le cours de Renault, en jaune, sur cet écran, a subi de plein fouet la déprime de la bourse, mais surtout la dégradation du marché automobile. De quoi refroidir les ardeurs des investisseurs les plus téméraires. Et il sera sans doute difficile de séduire les petits épargnants qui voient fondre leurs économies à chaque nouvelle privatisation. Le conseiller Renaud Van Ruynbeck a passé une bonne partie de sa journée à Nanterre pour une perquisition dans les locaux d'une filiale de la Lyonnaise des Eaux. Ce magistrat a découvert un compte en Suisse qui pourrait être la caisse noire de la Lyonnaise. Enquête Pascal Doucet-Bon, Michel Fine. C'est un passant presque anonyme dans la rue. Le juge Renaud Van Ruynbeck est arrivé au siège de la coffrette à 14 h. Il en est ressorti près de 6 heures plus tard. Il venait de perquisitionner l'une des plus grosses sociétés de chauffage thermique, filiale de la Lyonnaise des Eaux. La précision est d'importance car si le juge s'est déplacé, c'est parce qu'il pense avoir découvert en Suisse l'une des caisses noires du groupe Lyonnaise des Eaux. Tout a commencé il y a 1 an et demi. À l'époque, le magistrat a instruit un dossier sur le financement occulte d'élus du Parti socialiste, le dossier Michel Rett. Patron d'un bureau d'études, Rett possède un compte en Suisse. En avril 1992, ce compte a reçu un versement de 500 000 francs. D'où provient cet argent? C'est ce que logiquement le conseiller Van Ruynbeck demande à la justice helvétique. La réponse est tombée il y a quelques jours. Le titulaire du compte en Suisse s'appelle Raymond Roux. Il est le directeur général international de la coffrette. C'est lui que Renaud Van Ruynbeck voulait entendre aujourd'hui. Car de 1991 à 1993, ce compte géré par Raymond Roux en Suisse a brassé plusieurs dizaines de millions de francs. Renaud Van Ruynbeck en est persuadé, cet argent a servi à verser des pots de vin. À qui? Le magistrat a réussi pour l'instant à identifier 2 des chanceux bénéficiaires de l'argent noir. Michel Rett pour 500 000 francs, mais aussi, et c'est la surprise, Maurice Arex, l'ancien sénateur du Var, incarcéré pour corruption il y a 1 an. Maurice Arex a perçu sur son compte en Suisse 1 million de francs. La découverte ne devrait pas laisser indifférent le juge Roland qui instruit à Toulon le dossier Arex. Peut-être un nouveau rebondissement dans l'affaire Omar Haddad, ce jardinier marocain qui purge actuellement une peine de 18 ans de prison pour avoir tué sa patronne, Madame Marshall. Selon le témoignage d'un ancien détenu de Clairvaux, récemment libéré, un autre détenu lui aurait confié qu'il était l'auteur du crime. Enquête Maryse Burgot, Dominique Verdeillan.
Je connais le véritable assassin de Mme Marshall. Telle est l'affirmation faite à un journal marocain par un ex-détenu. Selon cet homme, un certain FB, âgé de 32 ans, cambrioleur notoire, lui aurait avoué le crime de Mougins, le mobile, le vol et une vengeance d'ordre privé. Cette confidence aurait eu lieu à la prison de Clairvaux, dans l'Aube, en 1994. Ce mystérieux témoin souhaite garder l'anonymat, mais ce soir, la direction de la prison nous a confirmé son passage à Clairvaux en 1994. Joint par téléphone à Rabat, l'homme renouvelle ses révélations. Il n'est pas allé pour l'assassiner, il est allé pour le cambrioler. Et que s'est-il passé? Et ce qui s'est passé, il s'est trouvé dans la même chambre, c'est là qu'il a assassiné avec les couteaux de Mme Marshall. Lui, il n'avait aucune arme sur lui. Il vous a dit que c'était lui qui avait assassiné Madame Marshall. Ah oui. Depuis le procès d'Omar Haddad en janvier 1994, c'est le troisième rebondissement. Ce fut d'abord le témoignage tardif de Mme Clark faisant état d'une camionnette suspecte le jour du crime. Puis, ce fut la piste d'un second Omar dans l'entourage de la victime. De quoi rendre prudent l'avocat d'Omar Haddad. Il y a cette information qui vient du Maroc. Il y a d'autres informations qui nous sont parvenues aussi, en dehors du témoignage de Mme Clark, dont je pense toujours qu'il est un témoignage sérieux, d'autres informations sur lesquelles je travaille. Rebondissement plus médiatique que judiciaire, car pour la justice, Omar Haddad demeure l'assassin de Mme Marshall. La guerre dans l'ex-Yougoslavie, la Russie dénonce l'escalade militaire en Bosnie provoquée, selon Moscou, par l'Alliance Atlantique. Celle-ci, avec l'approbation de l'ONU, il faut le souligner, est en effet passée à la vitesse supérieure en utilisant pour la première fois depuis le début des opérations de représailles des missiles de croisière Tomahawks, des missiles d'une précision inférieure à 80 mètres et d'un coût de 6,5 millions de francs pièce. Commentaire Olivier Lerner. C'est Bill Clinton en personne qui a donné son accord. 13 missiles Tomahawk se sont arrachés du croiseur américain le Normandie hier soir. 45 minutes pour atteindre des cibles très précises, des radars serbes en Bosnie et un centre de communication qui permet d'accrocher les avions de l'OTAN auraient été détruits par ces avions miniatures, sans pilote, indétectables, très difficiles à intercepter. 450 kg d'explosifs, une précision assurée, une efficacité démontrée pendant la guerre du Golfe. Le Tomahawk vaut près de 7 millions de pièces. L'utilisation en Bosnie pour la première fois de ces missiles de croisière ultra sophistiqués en dit long sur les intentions de l'ONU qui reconnaît être à bout d'arguments pour convaincre les Serbes de retirer leurs armes lourdes autour de Sarajevo. Aujourd'hui, les avions de l'OTAN ont repris leur bombardement. Bombardement plus classique sous les yeux des casques bleus aux aguets sur le mont Igman. À les entendre, ils ont pu apprécier la qualité et la précision des tirs. À la conférence de Pékin sur les femmes, un accord de principe est intervenu la nuit dernière entre les délégués des 181 États représentés là-bas pour que la notion de droit sexuel soit reconnue officiellement dans la plateforme finale. Pour la première fois, donc, un texte international devrait donc reconnaître l'existence de droits des femmes en matière de sexualité, reconnaître également que les relations sexuelles doivent comporter le respect et le consentement mutuel, ce qui, dans beaucoup de pays, n'est pas franchement évident. En Chine, le sort des femmes est loin d'être toujours enviable. Les autorités chinoises ont présenté à nos envoyés spéciaux à Pékin, Jérôme Bonny et Jean-François Hoffmann, une femme qu'ils considèrent comme l'archétype de la réussite. Nous avions demandé à rencontrer une paysanne travaillant la terre comme 400 millions de Chinoises. On nous a présenté Li Fengzhen, fleuriste de la région de Pékin, sans doute plus proche de la femme modèle selon les autorités chinoises. Sa famille représente bien le village de Huaxiang et c'est en outre une femme qui a très bien réussi sur le plan professionnel. Les autorités locales sont fières de nous accompagner dans l'entreprise modèle de cette femme modèle. Madame Lin y est entrée il y a 7 ans comme simple jardinière, puis elle est devenue vendeuse et au prix d'une application consciencieuse, directrice de cette unité de travail. 50 employés, 100 000 fleurs vendues sur les marchés de Pékin, 50% des bénéfices pour le gouvernement local. Ce qu'il advient exactement des 50% restants, Madame Lin n'a pas voulu nous le dire en présence des personnes qui nous accompagnaient. Devant ses représentantes du district et de la télévision centrale, elle préfère évoquer cette femme chinoise moderne qu'elle symbolise. Actuellement, il y a beaucoup de femmes d'affaires en Chine.
Par exemple, à Pékin, la plupart des responsables des grands magasins sont des femmes, qui correspondent très bien au travail de gestion. Cette conférence mondiale permettra ainsi aux camarades de mieux exploiter leurs atouts de femmes. Des mots qui s'adressent autant à nos accompagnatrices pour leur rapport qu'à notre caméra. Madame Lin a aussi un foyer modèle où son mari est aussi souvent dans la cuisine qu'elle. Une famille modèle, 4 générations sous le même toit et, bien sûr, planning familial oblige, une fille unique. C'est un choix libre, mais d'un autre côté, on doit aussi penser à l'intérêt de l'État à cause de la surpopulation. Et voilà pourquoi Madame Lin est la femme idéale pour le gouvernement qui a pour objectif démographique pas plus d'1,5 milliard de Chinois en l'an 2000. La politique française, pas de mauvaise surprise pour les anciens ministres qui tentaient hier dimanche de retrouver leur siège de député à l'Assemblée dans des circonscriptions en béton. André Rossino, François Léotard, Alain Massour et Michel Alliot-Marie devraient être réélus facilement dimanche prochain. Deuxième tour, en revanche, un peu plus difficile que prévu pour Jacques Toubon dans le 13e arrondissement de Paris. On votera également dimanche prochain dans le canton de Villeneuve-sur-Lot. 89 candidats sont en lice pour un poste de conseiller général. Des candidatures symboles destinées à attirer l'attention sur le cas d'un viticulteur en délicatesse avec la justice. Si les électeurs sont quelque peu perplexes, ce sont les menuisiers du canton qui se frottent les mains. Ils vont devoir fabriquer 534 panneaux. Reportage Gilles Marinet, Fabien Cordier. 89 candidats multipliés par 6 lieux de vote, cela donne 534 panneaux électoraux, un record. Villeneuve-sur-Lot n'en revient pas. Ah, je suis cerné, on dirait que je suis en prison. Ça fait combien de temps que vous habitez là? 34 ans. Et vous avez jamais vu ça? Jamais vu ça. 89 candidats égale 89 bulletins de vote, voilà toute proportion gardée l'élection la plus papivore de l'histoire de la République. Les employés de mairie se transforment en manutentionnaires et le maire rassure. C'est difficile, c'est du travail, mais nous sommes là pour ça, c'est le prix de la démocratie et nous allons l'assumer. Comme il est d'usage, chaque électeur recevra à domicile une enveloppe contenant tous les bulletins. Poids 350 grammes. Sous peine d'épuiser ses facteurs, la Poste a dû recruter et étoffer son parc automobile. Tout est prêt, ouais. Notamment ce qui concerne, je pense, les facteurs qui sont en vélo, étant donné que la charge pour eux sera beaucoup plus lourde. Voilà. Sinon, tout est prêt. Pendant que les administrations s'organisent, les électeurs commencent à prendre conscience que dans l'isoloir, ils seront face à 89 non. Moi, je trouve ça plutôt marrant de voir qu'il y a 89 personnes qui se présentent. On se demande si c'est vraiment sérieux, ces élections, si c'est vraiment quelque chose d'aberrant, quoi. Troubler les électeurs et les autres candidats, c'était d'ailleurs le but recherché par le comité de soutien à René-Gilles Bolzan, un viticulteur emprisonné depuis 3 mois. Nous, on se limite bien sur une action que l'on peut appeler, entre guillemets, une pression sur les politiques. Et notre but est bien celui-là, la pression avant tout. En faillite et poussé au désespoir, René-Gilles Bolzan avait préféré détruire sa vigne avant la saisie. Lui, plutôt que se soucier, il a préféré détruire le travail de toute sa vie. Dimanche prochain, entre les 11 candidats classiques et les 78 candidats du comité, le premier tour risque de tourner à la farce. Mais on en retiendra peut-être qu'en 3 ans, dans le Lot-et-Garonne, 82 agriculteurs poussés à la faillite se sont suicidés, silencieusement. À Paris, Alain Juppé a inauguré ce matin le nouveau tunnel de 2,5 km qui relie désormais la gare de Lyon à la station Châtelet-Les-Halles. La ligne D du RER permet donc de relier maintenant directement le nord et le sud de la région parisienne sur une distance de 110 km au total. Selon la SNCF, ce tunnel d'un coût total de près de 2 milliards de francs devrait faire gagner plus de 2 millions d'heures par an aux franciliens en leur évitant des correspondances. Grâce à une nouvelle méthode de communication, un jeune autiste allemand a appris à taper sur son ordinateur des textes superbes et des poèmes. Ce jeune homme est le personnage principal d'un documentaire diffusé ce soir à 22h40 sur France 2 dans le cadre du magazine Première Ligne. Un document bouleversant qui a déclenché une polémique en Allemagne car cette expérience n'a pas encore été validée scientifiquement. Il s'agit hélas d'un cas plutôt exceptionnel. Reportage Caroline Glorion, Céline Rélinger. Je veux dominer mes cris, car ce sont eux qui me dominent. C'est lui l'auteur de cette phrase, Birger Céline. Lui qui exprime sa souffrance d'autiste depuis 5 ans maintenant, grâce à son ordinateur. Écoutez ces mots.
Comme une coulée de lave qui se répand sur la terre, les flots d'angoisse se déversent en moi avec une violence aussi inouïe que confuse. Quand viendra le temps du bonheur? C'est grâce à une méthode mise au point en Australie puis aux États-Unis il y a une dizaine d'années que ce jeune homme muré dans le silence depuis sa naissance peut aujourd'hui s'exprimer. Une méthode appelée la communication facilitée. Il a appris avec sa mère, qui lui soutient le bras, à reconnaître d'abord les lettres puis les touches de son ordinateur. Peu à peu, les mots et les phrases sont venus. Si cette méthode a porté ses fruits, selon les spécialistes, ce ne serait sûrement pas un remède miracle pour traiter ou soigner l'autisme. C'est une méthode parmi d'autres qui ont permis à une personne de mieux communiquer, et la communication pour un autiste, c'est toujours le plus important. Maintenant, il ne faut pas tabler sur cette méthode-là pour guérir les autistes, et elle est très contestée sur le plan international encore au niveau des résultats. Pas de remède miracle donc, mais des expériences tentées avec intelligence et dévouement un peu partout dans le monde. La psychanalyse donna de l'espoir la première il y a plus de 20 ans, puis des méthodes basées sur le comportement de l'enfant permirent des progrès pour améliorer la vie. Enfin, l'éducation classique, dans les classes, donne des résultats encourageants. Mais toutes ces tentatives n'ont pas encore débouché sur un traitement global, ni sur une totale compréhension de cette maladie. Sorti en France de la Bible des amateurs de bon vin, le guide Hachette 96, 1800-500 vins testés à l'aveugle par 600 dégustateurs. Parmi les professionnels à l'honneur dans ce guide, un jeune vigneron de 25 ans du Sancerrois, un homme passionné et surtout un acharné du travail qu'ont rencontré Geneviève Moll et Claude Barnier. Depuis les gallo-romains, ces terres du Sancerrois sont consacrées à la vigne. Et chez les Millet, à Buée, depuis des générations, on est vigneron. Franck, lui, a commencé tôt. Dès sa sortie de l'école, à 21 ans, il a repris 7 hectares à son compte. Dans cette parcelle de pinot noir, il élève un Sancerre rouge d'une telle qualité qu'il vient d'entrer cette année dans le prestigieux guide Hachette. Oui, on confirme les arômes de bouche en vanille, les tanins sont très mesurés, très veloutés, très très belle expression en bouche, long. C'est un très belle bouteille, merveilleux vin. C'est un vin qui est très très bien équilibré. Donc c'est un vin qui peut faire un repas entier sans problème. Cette qualité, Franck Millet ne l'a obtenue qu'au prix d'un travail acharné. Par tous les temps et chaque jour de l'année, il est dans ses vignes. Tous les jours, on doit surveiller l'état sanitaire de la vigne. C'est-à-dire que selon le temps, vous voyez comme aujourd'hui, les conditions ne sont pas très bonnes. Bon, pendant la période de l'été, on doit surveiller ces vignes pour voir si les maladies n'infestent pas la végétation. Et ça veut dire qu'un vigneron ne s'arrête jamais? Ne s'arrête jamais, non. Car après l'entretien des vignes, il faut passer à la vinification. Et c'est là que Franck Millet a un secret, qu'il ne nous révélera pas, bien sûr, mais qui donne à son vin la robe, le bouquet, la charpente et le corps qui l'ont fait remarquer. Voilà, à consommer bien sûr avec modération. Les sports au Tour cycliste d'Espagne, victoire dans la 9e étape du Danois Jesper Skibby. Le Français Laurent Jalabert conserve son beau maillot amarillo. La nuit dernière, l'Américain Pete Sampras a remporté l'US Open de tennis en détrônant son compatriote André Agassi. À 24 ans, Pete Sampras remporte sa 3e victoire à New York au terme d'un match époustouflant. Je vous propose de voir ou de revoir l'échange qui a permis à Sampras de remporter le premier set, un échange d'anthologie, comme diraient mes confrères sportifs.
Bravo, je vous propose de terminer ce journal sur un autre sourire, celui d'Annie Dupéret pour cette rentrée théâtrale. Cette actrice qui a souvent joué des personnages de vaudeville, extravertie, interprète cette fois un personnage beaucoup plus en demi-teinte dans Un mari idéal au Théâtre Antoine, cela en compagnie de Dominique Sanda et de Didier Sandre. Reportage Thierry et Jean-François Becquet. Pour un acteur, la rentrée théâtrale, ça signifie d'abord quelques flashs dans la figure et sourire obligatoire. Perruque. Costume. Vite, vite, changement de décor. Après les photographes, la télé. Là, comme un homme politique, il faut trouver la petite phrase qui va marquer. Ça, j'adore. Parce qu'une femme qui porte ça, elle est venue pour foutre la merde. Ça se voit tout de suite. Le côté, je suis Noël, Pâques réunis. On devrait dire Christmas on Eastern Together, car l'atmosphère est très britannique. Humour, suspense, violence retenue, perversion raffinée, metteur en scène anglais, mais acteur français, d'où adaptation. Ils ont tendance à évidemment jouer l'émotion directe, comme sortez de ma maison, etc. Tandis qu'en Angleterre, on dit plutôt votre carrosse vous attend. Les questions sont rarement indiscrètes, ce sont les réponses qui peuvent l'être. Mais à Londres, la saison mondaine est quasiment finie. Oh, je me moque de la saison. Elle est excessivement matrimoniale. Ou bien on fait la chasse aux maris, ou bien on passe son temps à les éviter. Alors, est-ce par plaisir ou pour une raison politique? Je n'ai pas de plus grand plaisir que la politique. 25 ans après, une aventurière rappelle à un homme politique époux idéal qu'il ne doit sa réussite qu'à un délit d'initié. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme une assiette anglaise, chez l'Irlandais Oscar Wilde et chez Annie Dupéret. Ça pose des tas de questions qui sont d'actualité, effectivement. Je veux dire, est-ce qu'on doit payer 25 ans après pour une faute de jeunesse quand on a eu une carrière sans tâche ensuite? C'est écrit en 1895 et c'est toujours valable en 1995. Voilà, dans quelques minutes, le 3e épisode de La Rivière Espérance, à 22h40, donc Confidence d'un autiste. Dernier journal, vers 23h40, en compagnie de Philippe Lefebvre. Dans quelques instants, un rappel météo avec Sophie Davant. À 13h, vous retrouverez Patrick Chen et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.